Hello, moi c'est Cécile. En bonne enfant des années 90, je suis en pleine crise existentielle pré-trentaine. Du genre, qu'est-ce que je veux faire quand je serai grande? Est-ce que je suis vraiment bien dans ma vie? Et surtout, c'est quoi le sens de tout ça en fait? Ni vraiment Gen Z, ni complètement millennials. Je fais partie de cette génération un peu paumée, il faut le dire, au futur incertain et aux pensées comparables à un tas de gribouillis. Comme vous, j'ai plein de questions. Et je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Rien, niet, nada. Mais en parler pour se sentir moins seul, ça réchauffe toujours un peu le cœur. Ici, pas de coach de vie, pas de recette miracle. Juste des réflexions en vrac, des interrogations et une porte ouverte pour tenter d'y répondre. Bienvenue dans Flou, un podcast aussi flou que nos avenirs pour les cerveaux un peu embrouillés. Hello et bienvenue pour ce 4e épisode de Flou, qui est un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit d'une table ronde avec un invité de marque. Aujourd'hui, nous allons parler respect des règles et plus précisément, faut-il toujours jouer selon les règles? Et d'ailleurs, si j'ai présenté cet épisode comme un hors-série, c'est parce que ce thème n'émane pas de ma propre réflexion, mais parce que c'est bel et bien notre fameuse invitée qui me l'a proposé par message et que son histoire m'a bien chauffée. Ce qui me fait penser que d'ailleurs, si vous aussi vous voulez refaire le monde autour du micro de Flou, c'est simple. Glissez dans mes DM, proposez-moi votre thème, et bim, on sort un hors-série ensemble. Ça peut être chouette, non? Allez, j'arrête de vous teaser, je vous présente tout de suite Alan Rat. Ça va, Alan? Ouais, ça va pas mal. Merci pour l'invite. Avec plaisir. C'est ta première fois sur un podcast? C'est ma toute première fois sur un podcast et j'ai bien pensé à ça avant de venir et je me suis dit c'est assez paradoxal parce que j'ai toujours un peu de mal à communiquer avec les humains en général dans la vie de tous les jours. Mais quand il y a un sujet qui me chauffe, quand les gens autour de moi sont cool et qu'il y a un peu de bière aussi, je suis toujours motivé. Bah t'inquiète, ça va bien se passer. Moi, c'est ma première discussion ouverte, donc je pense qu'on peut dire qu'on est tous les deux dans une première fois sur un podcast ouvert comme ça. Ça va être un crash test pour tous les deux, mais je doute pas que les auditeurs de Flou sauront se montrer indulgents. Bref, Alan, dis-nous tout, qui es-tu? Ça va être assez simple et assez basique comme présentation. Je m'appelle Alan Ra, mais tout le monde m'appelle Rat. J'ai 36 ans, je bosse dans un shop de vélo qui est le mien maintenant depuis 2 ans parce que je suis associé avec 2 personnes. Mes centres d'intérêt, c'est le sport en général et du coup le vélo. Ça représente une grande partie de ma vie. Et par contre, à contrario, je suis intéressé par tout un tas de trucs. Et alors, si je me trompe pas, c'était fin juillet, t'as vécu une expérience de fou furieux, que t'as même pas, c'est pas juste t'as vécu une expérience de fou furieux, c'est tu as gagné une expérience de fou furieux, ou pas, on verra ça plus tard. C'est une course de vélo qui s'appelle la Northscape 4000, c'était quoi en gros ce projet? Donc ouais, c'est une course de 4000 km, donc qu'est-ce que ça représente exactement pour que tout le monde se rende bien compte? Il y a 500 personnes au départ, il y a 4 checkpoints obligatoires où tout le monde doit passer. Le parcours est déjà tracé, il est donné à chaque concurrent, donc chaque concurrent fait exactement la même trace. Donc ça partait d'Italie, si mes souvenirs sont bons, on a traversé l'Autriche, l'Allemagne, la Pologne. On a pris un ferry qui arrive jusqu'en Suède et on a remonté absolument toute la Suède jusqu'à Rovaniemi, le village du Père Noël, et ensuite du coup Finlande, Norvège pour arriver au Cap Nord, Northscape. Ça fait donc exactement 4000 km plus un peu de bateau. C'est quelque chose que j'ai fini en 10 jours et 15 heures. Donc le calcul est assez simple, hein, ça représente, il n'y a pas une journée en dessous de, en gros, 350-380 km de vélo. En termes de temps, ça représente, j'ai envie de vous dire, entre 16 et 18 heures de pédalage. Et ensuite, le reste, c'est des arrêts pour se nourrir et il faut dormir. Donc je dis on parce que je me suis associé avec un gars dès le début et on s'obligeait à dormir 5 heures chaque nuit, voilà. Donc quand tu dis 16-18 heures de pédalage, c'est par jour? C'est par jour, exactement. C'est par jour, 16 et 18 heures de pédalage par jour. Donc la journée, c'est les mêmes pour nous, elles font 24 heures. Ouais. Donc ouais, c'est des grosses journées, sur le vélo, mais en même temps, c'est le temps que ça représente si tu veux faire autant de kilomètres par jour, quoi. Bah alors déjà, respect de t'être lancé dans une aventure pareille.
Parce que vraiment, les mecs de l'endurance, c'est comme le trail et tout. Vous m'épatez, vous posez des congés, vous partez en vacances de votre taf pour revenir encore plus mort ensuite. C'est assez fou, même si c'est pas vraiment le sujet. Parce que toi, t'as eu une prise de conscience un cas de conscience plutôt, qui s'est présenté à toi au 8e jour. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est assez simple. Moi, alors déjà, j'ai pris le départ de, et j'ai envie de dire course ou événement, vous l'appelez comme vous voulez. C'est juste que la Northscape 4000, dans le descriptif de l'événement, c'est écrit noir sur blanc que ce n'est pas une course. C'est plutôt un événement, enfin une aventure d'endurance. Vous appelez ça comme vous voulez. Néanmoins, tous les participants ont une plaque avec un numéro. Il y a un live, on a un tracker pour nous suivre tous les jours pour voir où on en est. Il y a un classement général. Tous les à côté sont quand même faits pour nous faire croire que c'est une course. Et moi, franchement, dès la première journée, j'ai discuté un peu avec des gars. Ils étaient pas seulement là pour l'aventure, quoi. Ouais. Il y avait des gars qui voulaient, enfin voilà, à partir du moment où tu fais à partir du moment où tu fais la démarche de t'inscrire à quelque chose, où on te donne une plaque ou un dossard, tu l'appelles comme tu veux, il y a quand même une petite notion de compétition. Bref. Du coup, je me suis lancé là-dedans en sachant que c'est pas une course, mais en même temps, il y a mon petit côté, côté compétitif qui prend le dessus. Au-delà de ça, très vite, après la fin de la première journée, je me retrouve en tête de ce truc, alors que c'est pas du tout un truc qui est arrivé à mon esprit en m'inscrivant. Mais en tout cas, dès la fin de la première journée, je suis en tête avec un autre gars avec qui je m'entends bien, on s'associe et on sait qu'on est plus fort à deux, alors on décide de continuer à deux. Et les jours passent et au bout du 3, 4 et 8e jour, on est toujours en tête. Bien avant le 8e jour, il me dit, tu sais, à Rovaniemi, donc c'est le dernier checkpoint de la course, il me dit, tu sais, ça ouvre que mardi à 14h. Et moi, évidemment, je fais partie de ces gens qui lisent les règlements un peu en diagonale. Je sais qu'il y a des règles à respecter et tout ça, mais celle-ci, je sais pas si je suis passé à côté ou quoi que ce soit, mais bref. Et il me dit donc le checkpoint ouvre que le mardi à 14h et si on arrive en avance, on est obligé d'attendre avant de repartir, sinon on sera pas sur le classement général du truc. Je lui dis ah ok d'accord très bien, j'entends ce que tu me dis et je fais un rapide calcul dans ma tête et je lui dis mais là si on continue à cette allure-là, on va arriver largement avant, on va arriver bien avec une journée d'avance. Qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit bah moi je vais m'arrêter, c'est sûr. Je veux être dans le classement général, ça c'est important pour moi. Je dis ah ok très bien. Déjà en m'inscrivant à ce truc, j'avais un objectif personnel, c'était de le faire en 10 jours. C'était un objectif plutôt ambitieux pour un gars comme moi, mais je savais que si tout se passait bien, ça pouvait arriver. Et par contre, quand il me parle de ça, bah évidemment, je me dis là, si j'arrive en avance, mais que je dois m'arrêter plus que 24 heures, c'est sûr que ça va pas arriver, quoi. Donc il y a ça qui est un peu dans ma tête. Et ce qui était assez drôle, c'est que donc moi j'étais plutôt dans l'objectif de pas m'arrêter. J'ai un peu discuté de ça rapidement avec lui et je lui ai dit bah pour moi ça m'intéresse pas forcément d'être sur le classement général du truc et en plus c'est pas vraiment une course et il y a rien à gagner et blabli et blabla. Et ce qui est marrant, c'est que son état d'optique a un peu changé à 2 jours avant d'arriver à Rovaniemi parce que il y avait 2-3 gars qui étaient derrière nous qui eux entre guillemets poussaient vraiment et faisaient les mêmes journées que nous, alors que les gars étaient peut-être certains ils étaient carrément tout seuls, il y en a qui étaient à deux. Et je lui ai dit mais c'est bizarre, les gars derrière nous ils poussent quand même vraiment. Tu penses que si tout le monde là, on est 5-6, si on arrive en avance à Rovaniemi, tu penses que ces gars-là vont s'arrêter? Et là, il m'a dit, ah non, je pense pas. En fait, moi, je vais continuer avec toi. Donc ça, c'était assez drôle. Pour le coup, lui, c'était aussi un compétiteur et c'était marrant de voir que son état d'esprit avait changé après 2-3 jours du coup. Et par contre, son état d'esprit a rechangé une dernière fois la veille, voire même le jour d'arrivée au dernier checkpoint, parce que du coup, effectivement, on est arrivé en avance, comme prévu, mais il se trouve que tous les gars derrière nous se sont aussi arrêtés. Alors, il y en a certains qui se sont arrêtés au village d'avant, enfin voilà. Tout le monde était clairement au courant de cette règle, et du coup, tout le monde a décidé de la respecter. Et du coup, quand je suis arrivé à Rovaniemi, donc on est arrivé avec 30 heures d'avance, je suis arrivé donc en tête avec mon collègue avec qui je me suis associé depuis le début de la course. Et là, donc on s'est posé vraiment et je lui ai dit, bah maintenant, va falloir que tu prennes une décision. Juste, est-ce que tu continues avec moi ou est-ce que toi tu décides de t'arrêter? Et il m'a dit, bah moi, je m'arrête. C'est important pour moi. Pour moi d'être un like official finisher. Et moi, j'ai carrément compris sa décision. Et j'ai simplement décidé moi de continuer sur la propre décision que j'avais pris déjà quelques jours auparavant.
Et donc j'ai continué, j'ai entre guillemets du coup pas respecté cette règle. On va en parler, c'est le truc du podcast. Et du coup derrière ça, il me restait 2 jours jusqu'à l'arrivée. Et donc c'est 2 jours que j'ai passé absolument tout seul. Et ça m'a permis de me poser beaucoup de questions sur ce genre de situation, la situation où tu dois prendre une décision, respecter une règle, tu l'appelles comme tu veux. Est-ce que tu te sens bien avec toi-même? Enfin, comment ça se passe quand tu dois prendre ce genre de décision, quoi? Quels sont les pour et les contre? Quelles sont les sanctions s'il doit y en avoir? Voilà, comment ça se passe, quoi. Donc en gros, si je résume bien, tu es le gagnant de cette Northscape 4000 2025, mais pas sur le papier. C'est ça. Donc tu ne seras pas dans les annales, dans les livres d'histoire, mais en tout cas, messieurs, dames, c'est lui qui est là au micro ce soir. Et t'as pris la décision du coup c'est un peu hypocrite en vrai leur règlement de dire c'est pas une course, c'est une aventure, mais finalement que tout est mis en œuvre comme si c'était une course lambda, où ils se doutent que si 500 gars s'embarquent pour 10 jours d'aventure à faire 4000 bornes, c'est pas juste pour les paysages, quoi. C'est aussi une question que je me suis posée. Du coup, j'ai vraiment eu le temps de réfléchir pendant ces 2 jours. Et oui, tu peux en vouloir à l'organisation, tu peux leur trouver des défauts, tu peux tout ce que tu veux, tu peux retourner le problème dans tous les sens. En tout cas, si on est plutôt binaire et qu'on lit le règlement, c'est écrit noir sur blanc, ceci n'est pas une course. Donc toi, il y a quelques jours, tu m'as fait un vocal, un peu après ton retour, pour me dire que cette situation, ça t'avait vraiment amené à te questionner justement sur cette notion de règles, du respect des règles, etc. Et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui du coup pour aborder ce nouveau sujet de podcast, qui est faut-il toujours jouer selon les règles? Donc toi, c'est quoi ton mood pour cet épisode? Est-ce que tu cherches à savoir si t'as pris la bonne décision? Est-ce que t'as un doute? Est-ce que tu te sens apaisé avec la décision que t'as prise? Ou est-ce que c'est juste que le sujet il t'est apparu dans ta tête en pédalant et que depuis t'as un peu envie de le creuser? Alors moi, j'ai aucun doute sur la décision que j'ai prise. J'ai aucun scrupule, j'ai aucun regret, je suis droit dans mes bottes. Mais ce qui est assez drôle, c'est que évidemment, et ça c'était plutôt quelques heures avant de prendre la décision de continuer. J'avais évidemment un espèce de petit groupe WhatsApp avec ma famille, mes proches pendant la course. Et quand j'ai pris vraiment conscience de cette règle qui était face à moi et de la décision que je devais prendre, j'ai juste envoyé un vocal et j'ai demandé ouais, vous qu'est-ce que vous feriez, voilà, enfin je leur ai expliqué l'état des lieux et du coup j'ai eu leur retour assez rapide et c'était marrant parce que j'ai envie de dire 80% des gens étaient plutôt de mon côté, genre vas-y, continue, c'est ton aventure, c'est ok, on s'en fout des règles et tout ça, bref. Et il y a quand même eu, j'ai envie de dire 20%, et qui sont peut-être les 20% des gens auxquels j'aurais pas forcément pensé, mais qui m'ont dit, bah non, si tu veux être sur le classement général, il faut respecter cette règle, et voilà. Donc ça, c'était assez drôle. Ça m'a pas fait changer d'avis, donc ça, c'était plutôt cool comme sensation. Par contre, il y a quelque chose, ça non plus, ça m'a pas fait changer d'avis, mais au moment de me séparer de mon acolyte, il m'a dit, ouais, moi aussi, je comprends ta décision. Si tu as envie de continuer, tu peux y aller. Mais il a dit quelque chose auquel j'avais pas pensé et qui m'a pas fait changer d'avis, mais que j'ai pris en compte. Il m'a dit, je trouve que c'est un non-respect de l'organisation. Et je me suis dit, c'est pas faux ce qu'il me dit. Je me suis dit, c'est vrai, les gars se font chier à organiser un événement. Ils se font chier à pondre des règles et il y a ce gars là, il va pas les respecter. Et en plus, entre guillemets, c'est le gars qui est en tête de la course. Ça fait un peu genre, ça fait un peu arrogant. T'es un rebelle, hein. Non, mais ça fait un peu arrogant. Ça fait un peu arrogant et pour le coup, je veux pas du tout être dans cette catégorie-là de personnes. Mais effectivement, là, sur le plan, je peux comprendre son point de vue. En tout cas, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une fois que ma décision a été prise, j'étais parti. Ça c'est assez vite passé dans ma tête. Mais je me suis retrouvé 2 jours sur mon vélo. Et je me suis beaucoup questionné autour de ce truc, genre, bah ouais, il y a des règles, pourquoi on les respecte, pourquoi on les respecte pas, est-ce que des fois c'est mieux de pas les respecter, et blabli, et blabla. Et moi, comme je vous ai dit dans l'intro, j'aime bien juste parler avec mes potes autour d'une bière, et je me suis dit, vas-y, en rentrant en France, j'organise un débat avec tous mes potes, on achète des packs de bière, on se pose autour d'une table et on parle de ça, tu vois. Ceci n'est pas une promotion pour l'alcool. Non, il faut pas avoir d'alcool. Ne buvez pas. Et en même temps, je tombe sur une story de Cécile qui endoctrine les gens sur ses podcasts. Et je me suis dit, ah ouais, mais putain, un podcast, ça serait pas mal. Vas-y, je lui envoie un message et je lui dis que moi, j'ai un sujet et je veux parler de ça.
Et du coup, bah voilà, on est là maintenant et on est sur un podcast sur est-ce qu'il faut respecter ou pas les règles. Donc avant d'enregistrer, on s'est dit que dans cet épisode, on n'avait pas envie de se limiter au contexte du sport, même si l'histoire qui nous sert de support, c'est ton aventure, Alan. Mais on va essayer de transposer au maximum à la vie quotidienne pour que ça parle au plus de personnes possible. Et déjà, je crois qu'on peut pas vraiment aborder ce sujet sans vraiment revenir sur le b.a.-ba, qui est qu'est-ce qu'une règle finalement. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein, mais vraiment plein de définitions en fonction de si on parle de règles, genre la loi, une règle de sport, une règle mathématique, religieuse, etc. Mais la définition du dico Le Robert me semblait assez bien reprendre le concept, donc on va partir sur celle-ci. Donc la définition d'une règle, c'est ce qui est imposé ou adopté comme ligne directrice de conduite, formule qui indique ce qui doit être fait dans un cas déterminé. Les règles recouvrent donc tout un spectre hyper large. Il y a celles qui sont écrites noir sur blanc, les lois, les règlements, les contrats, etc. Et puis il y a celles qui ne le sont pas, mais qu'on connaît tous, comme la politesse, la morale ou les codes sociaux. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment des règles positives qui te tirent vers le haut plutôt que te limiter dans tes libertés, on va dire? Bah, c'est vrai que si tu prends la chose au premier plan, t'as l'impression que toutes les règles sont faites pour te limiter. Et je pense que c'est un peu le but. Mais à la fois, s'il y avait aucune limite et aucune règle, on vivrait simplement dans un monde complètement anarchiste, chic, Anarchiste, plus que chic, hein. anarchiste. Anarchique, Anarchiste. c'est stylé, ça. Anarchique. Anarchiste. Les règles sont partout. Ça va du code de la route jusqu'au fameux « tu viens pas au travail en tongs ». Uh-huh. Leur rôle officiel, c'est de créer un cadre, de protéger les individus et d'organiser la vie collective pour, comme tu dis, éviter un énorme sbeul. Ouais, exactement, c'est ça. Et ça, c'est expliqué dans des concepts philosophiques, notamment, qu'on a vu fut un temps en terminale au lycée, avec la théorie des contrats sociaux de Rousseau, Hobbes, Locke et compagnie, là, tout le siècle des Lumières, qui, eux, nous expliquent, les philosophes du contrat social, que les règles naissent d'un accord implicite entre individus pour pouvoir vivre ensemble sans chaos. On renonce à une partie de notre liberté individuelle pour bénéficier de sécurité et d'ordre collectif. Ces règles, elles existent depuis la nuit des temps. Preuve, c'est que même Adam et Ève avaient une règle, c'était ne pas croquer dans la pomme. Il y avait juste ça au départ. Et pourtant, ils ont craqué. Certains chercheurs disent que la transgression fait partie de nous. Depuis toujours, l'être humain a cette pulsion d'exploration, d'aller voir ce qui se passe plus loin, derrière l'interdit. Enfreindre la règle peut même activer nos circuits de la récompense dans le cerveau, un peu comme une petite dose d'adrénaline. Des sociologues et philosophes comme Durkheim ou Foucault rappellent d'ailleurs que sans infraction, il n'y aurait même pas de normes. C'est la transgression qui donne du sens à la règle. Est-ce qu'au fond, on n'est pas juste fait pour transgresser les règles? En fait, la question que je me suis vraiment posée pendant ces 2 jours, c'est qu'il y a des règles, elles sont là, mais finalement, on te laisse un peu le choix de les respecter ou non. La vraie question, c'est que normalement, dans chaque règle, il y a une sanction qui découle de ça si tu la respectes pas. Si tu es prêt à enfreindre la règle pour quelconque raison qu'il soit, est-ce que tu es prêt à accepter la sanction? Et si tu es prêt à l'accepter, ben c'est OK, je veux dire pourquoi pas la transgresser quoi. Je veux dire exemple tout simple, sur l'autoroute, c'est 130 km/h. Si toi tu décides de rouler à 150, t'es parfaitement au courant de la sanction. Si tu te fais attraper, c'est, j'en sais rien, 90 balles d'amende, 2 points. OK, si t'es OK avec ça, Ok, go. mais imagine demain, un mec qui tue des gens. Il est hyper ok avec la sanction de finir sa vie en prison, ça ne lui pose aucun problème. Pour autant, il tue des gens, tu vois. Ce qu'il fait, c'est absolument pas moral. Finalement, entre guillemets, lui, il se sent bien, mais il paye quand même la sanction. La sanction, c'est il va finir en tôle. OK, très bien. Lui, finalement, dans son corps et dans son esprit, il est OK avec ça, quoi. Il est aligné, quoi. Il est aligné. Ça paraît absurde et complètement fou pour des gens comme nous, mais il est aligné. Ok. Donc pour toi, c'est pas tellement on est programmé pour transgresser. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ça quand même. Tu vois, genre au collège, si on se met à fumer, c'est parce qu'on n'a pas le droit. C'est cool de faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire. Tu vois. Ouais, là, on rentre dans un autre. En fait, c'est trop marrant parce que quand j'ai pensé à ce truc de respect des règles, je suis rentré dans un truc. Vous allez me dire si c'est complètement absurde, mais chaque règle, il y a forcément une sanction qui en découle, et dans cette sanction, j'ai divisé en 2, et je me suis dit il y a une sanction un peu matérielle et officielle, et il y a une sanction morale. Par exemple, je vais reprendre l'exemple de rouler à 150 sur l'autoroute. On va dire que la sanction
matériel et officiel, c'est l'amende, c'est tout ça, tu payes et machin. Ok, à la limite, t'es ok avec ça. Mais à côté de ça, il y a la sanction morale. Et si tu racontes ton histoire à ton entourage, à des gens que tu respectes, à des gens qui t'aiment, blabli, et si tous ces gens-là sont contre toi, eh ben parfois la sanction morale va faire plus de mal que la sanction officielle et matérielle. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas te dire ah ouais, moi finalement après la sanction matérielle, je me sentais plutôt bien, j'étais ok avec ça, je l'ai accepté. Mais en fait, les gens que je respecte et que j'aime, ben ils m'ont vraiment remis en question et ils m'ont dit que ce que j'avais fait c'était pas bien du tout. Et ben du coup, je me sens pas bien maintenant avec ce que j'ai fait et ça me remet en question quoi. Est-ce que au moment où tu as pris ta décision, il y avait quand même un peu une part de toi qui était en mode yo, fuck la société, nique les règles. Moi, je suis un homme libre et tout, j'avance dans mon coin. Genre, c'est un peu une part de fierté d'être un rebelle quoi, un hooligan. Ben, je pense qu'il y a toujours, peut-être pas toujours, mais il y a un peu de ça. D'ailleurs, il y a une troisième facette des règles parce que carrément, on a tous, enfin peut-être pas tous, mais on a beaucoup d'entre nous, on a enfreint une règle pour prouver à ses potes qu'on était un peu plus fort ou qu'on était un peu, voilà, on a tous, enfin tous, j'en sais rien, mais beaucoup d'entre nous ont bu de l'alcool avant 18 ans parce que quoi? Parce que c'est cool, ça t'apporte rien du tout. Mais on l'a fait parce on voulait frimer devant notre entourage. Voilà, il y a tout ce genre de trucs. Et alors là, je pense qu'on rentre plus dans la personnalité de chaque personne. Il y a des gens à qui ça apporte rien de faire ça. Ils se sentent pas forcément plus forts ou plus galvanisés si. Il y a des gens à qui ça fait peur Il carrément, y a des genre. gens à qui ça fait Ils sont peur carrément. hyper mal à l'aise avec ça, Ouais, avec le non-respect des règles. il y a des gens qui sont hyper mal à l'aise avec ça. Et du coup, c'est marrant parce que je me suis dit, OK, on va faire ce podcast, on va parler des règles, on va parler, mais à la fois, c'est un sujet vraiment intéressant parce que c'est le genre de sujet où je pense il y a des points de vue différents, des profils de gens différents, des tempéraments différents et finalement, il y a pas de finalité et de conclusion genre binaire. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Est-ce que c'est. Tu viens de nous spoiler la conclusion là en fait. Non, je sais pas. Messieurs, dames, ça sert à rien de continuer cet épisode, c'est bon, c'était Alan et Cécile pour au micro de flou. Ah, mais moi, j'adore ce genre de sujet parce que tu peux en parler pendant des heures, tu peux avoir des opinions tellement différentes, mais finalement, on n'arrivera peut-être jamais à se mettre d'accord sur ce genre de choses, quoi. Et à la fois, c'est assez frustrant, mais c'est assez cool, quoi. Ça laisse la porte ouverte à plein de choses. Et un truc aussi auquel j'ai pensé et auquel on va peut-être parler un peu plus tard, c'est que la même personne ne prendrait pas la même décision face au même problème selon l'environnement et la situation auquel il est confronté. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Reste à savoir qui fabrique ces règles. Donc, il y a les institutions officielles, en mode l'État avec les lois, l'école en mode fais tes devoirs, les entreprises avec ton contrat de travail. Il y a les sphères proches, la famille, tes potes, du genre t'as pas le droit de révéler un secret de ton pote, ou la règle un peu tacite au bar de il a payé sa tournée, je dois payer ma tournée. Et la société, donc ça va être vraiment les normes sociales qui évoluent avec le temps, le patriarcat, les réseaux sociaux, qui te disent un peu quoi poster, etc. Enfin bref, il y a un peu toute cette notion-là qui vient. Finalement, qui décide pour de vrai? Qui décide pour de vrai, c'est ceux qui ont le pouvoir. Je suis 100% d'accord avec ça. Mais on a quand même un peu la possibilité de le changer. Ouais. De passer un peu en dehors du système, de réussir à contourner le truc. Ouais. Toujours des failles. Toujours des failles dans le système. Il y a toujours des failles dans le système. Et selon la règle, on est plus ou moins obligé de la respecter. Mais si on le fait pas, on s'expose au jugement et à la critique. Sauf que là, il y a un peu une grosse ambivalence entre est-ce que les plus grands défis et les plus belles avancées, finalement, c'est pas né d'une règle qui est enfreinte? T'as forcément un exemple quand tu me parles de ça. Donne-moi un exemple concret. Bah, moi, je pense plus aux droits des femmes. Ok. Heureusement que Simone Veil, elle s'est battue pour qu'on ait l'IVG. Heureusement qu'il y en a qui se sont battus pour qu'on ait le droit de vote. Là où la majorité des gens, en tout cas, à ce moment donné, allaient dans le sens inverse, que les gars devaient passer pour des fous. Tu vois, genre, ils risquaient leur vie, leurs proches étaient pas forcément d'accord avec eux. Enfin, vraiment, tout était contre ça. Et pourtant, ils allaient contre la règle, ils étaient persuadés qu'ils avaient raison d'aller contre la règle. C'est assez cool tout ce que tu dis. Et je suis plutôt 100% d'accord. Moi, ce qui arrive dans ma tête quand on parle de ça, c'est des exemples un peu plus basiques. Et désolé pour ceux que ça intéresse pas, mais ça va être aussi un peu autour du sport, entre guillemets. Il y a souvent des gens qui font des réflexions sur le dopage, lui, il a triché, blabli et blabla. Ok, j'entends ça, il n'y a pas de problème avec ça.
pour moi, les plus belles, enfin les choses les plus incroyables, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, dans le sport, dans l'art ou dans certaines révolutions ou dans la politique, elles se sont passées dans le non-respect des règles. On dira ce qu'on veut, on racontera ce qu'on veut. Dans le monde du vélo, la plus grande légende de tous les temps, ça restera Lance Armstrong. C'est un gars qui s'est dopé toute sa vie, qui a enfreint toutes les règles, et juste, il est juste respecté par ses pairs, quoi. Et il y a des gens qui me disent, ouais, ce gars-là, il se dope et tout. Et j'ai envie de lui dire, mon gars, t'as pas arrêté d'écouter Jimi Hendrix parce que il prend de la drogue, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça a rien à voir. Le fait qu'ils prennent de la drogue, ça... je suis pas d'accord. Franchement, un gars comme Jimi Hendrix, s'il se met pas dans le pif tout ce qu'il se met, il joue pas de la guitare pareil, tu vois. Ouais, mais moi, tu vois, si on repart sur l'exemple du vélo, je trouve que du coup, tu sais plus vraiment ce que tu regardes. Tu vois ce que je veux dire? Vu que c'est un peu ok que les mecs se dopent, finalement, tout le monde fait des performances qui sont surhumaines, qui ne sont pas des vraies performances, en vrai. Moi, je considère que c'est pas des vraies performances, c'est tricher, c'est mentir, c'est tout ce que tu veux. Et en fait, tout le monde est sur le bord de la route en train de s'extasier sur un truc qui est fait en X temps, etc., qui n'existe pas, en fait, tu vois. Pourquoi finalement, on n'arrêterait pas tous de se doper, que tout le monde fasse des performances qui soient moins bien, mais que tout le monde soit applaudi pour ce qu'il vaut réellement, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, j'ai du mal avec ce sport parce que vraiment, je trouve que c'est de l'hypocrisie en barre, quoi. Je comprends 100% ce point de vue, mais à la fois, tu vas être d'accord avec moi, mais on vit dans un monde de genre toujours plus. Il faut que tout soit plus extraordinaire, tout plus impressionnant, tout plus, et c'est ce que les gens demandent. L'être humain dans son état normal, entre guillemets, mais il est incapable de faire toutes ces choses. Il est incapable de ça. Mais du coup, ce serait plus chiant, quoi. Ce serait moins fou. Et moi, en fait, là où je pense qu'il faut, j'ai pas envie de dire qu'il faut être intelligent, mais moi, par exemple, c'est pas un truc que je fais souvent, mais s'il m'arrive de regarder une étape du Tour de France à la télé, je regarde ça vraiment avec du recul. Je regarde un show et je regarde ce qui se passe dans l'écran et ce que les gars me proposent. J'en ai rien à foutre de ce qu'ils ont pris ou de machin. Et pareil pour un concert. Il est plus là, mais si demain je dois aller voir un concert de Jimi Hendrix, j'en ai rien à foutre de ce qui se met dans le pif. Je viens voir son show, quoi. Je viens voir ce qu'il me propose. Et je sais que ce qu'il me propose, ce sera pas pareil s'il arrive dans son état normal, quoi. Mais du coup, je trouve... S'il triche pas, ce sera pas pareil. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est une incitation à ce que les gens se mettent encore plus en danger, tu vois, je veux dire les coureurs, en l'occurrence. Le truc du toujours plus, parce qu'un jour, il y en a un qui va claquer sur son vélo en plein milieu avec de l'écume au bord de la bouche en mode genre, je suis d'accord avec toi, les gens veulent toujours plus. Mais on est quand même, j'ai l'impression, dans une étape où une certaine frange de la population essaie de sortir de ce truc-là, tu vois, et de, tu sais, aller plus slow, plus reconnaître l'authenticité des choses, etc. Et finalement, te dire que le Tour de France, c'est l'événement sportif qui est le plus regardé au monde, il me semble. Donc ça veut dire que c'est l'événement où il y a le plus de monde qui s'extasie du fait de voir quelque chose de faux. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. Je trouve que c'est dangereux pour tout le monde au final, cette course du plus. Ouais, je suis assez d'accord. Pour faire une petite parenthèse autour de ce que tu as dit, il y en a forcément un jour qui va y rester. Je suis d'accord. Finalement, là, on revient sur ce qu'on disait avant. C'est la sanction. C'est la sanction du non-respect de la règle. Et le gars est OK avec le gars est OK avec ça. Finalement, tous ces gars-là savent exactement ce qu'ils prennent et ils sont au courant de la sanction qui peut leur arriver. Donc, on parle, comme on disait tout à l'heure, la sanction officielle et matérielle. Bah, au pire, il se fait choper et il est disqualifié et blabli et blabla. S'il est OK avec ça, c'est OK. Et il y a la sanction morale. Qu'est-ce qui transmet aux gens qui le regardent, à ses proches et tout ça. S'il est OK avec ça, bah, c'est encore bien pour lui. On en revient encore une fois à ce qu'on disait aussi au début de ce podcast. C'est juste une question de tempérament, ce que tu recherches vraiment. Encore une fois, personne t'oblige à regarder le Tour de France ou regarder un concert d'un mec qui est complètement drogué. T'as encore le choix de ça, donc ça c'est assez cool. Hein. Si toi ça t'intéresse pas, bon, personne t'oblige à le faire. Mais effectivement, moi je continue à penser toutes les choses vraiment extraordinaires qui ont été faites dans ce monde, faites par des humains, ont été faites par des humains qui sont pas dans leur état 100% normal. Ou en tout cas qui ont enfreint la règle. Belles révolutions sont faites par des gens qui ont enfreint des règles, pris au nom des produits pour le coup, ils ont juste enfreint une règle et... Ceci n'est toujours pas une incitation pour consommer des drogues. Prenez pas des drogues.
sont toujours indispensables. Certaines sont vitales, on est d'accord, c'est pour la sécurité, pour pouvoir vivre ensemble sans se mettre en danger, etc. Mais il y en a d'autres qui paraissent absurdes ou carrément arbitraires. Il y a des règles qui peuvent sembler ridicules pour toi, mais qui vont être essentielles pour quelqu'un d'autre. Par exemple, prendre une piste cyclable à contresens, ou répondre à un SMS quand tu conduis au volant. Il y a des gens pour qui c'est impossible, d'autres c'est ok. D'ailleurs, vas-y, je te propose qu'on fasse un petit jeu. On va énoncer des règles et on vote pour voir si ça te dérange ou pas de les enfreindre. Comme ça, on va voir si on a les mêmes barrières en fait dans la vie. Vas-y. Rentrer avec ses chaussures dans la maison. Moi, j'y vais direct. Tu rentres avec. Moi aussi, je rentre avec. Hein. Mais ça, c'est toujours pareil. Il y a des règles qu'on va classer dans les règles officielles qui sont écrites et il y a des règles qui sont plutôt tacites. Mais par exemple, là, je te dis oui, j'enlève pas mes chaussures. Ça dépend. Ça dépend de l'environnement, exactement. Ouais. Ça dépend de l'environnement. Pour le coup, c'est écrit nulle part cette règle que tu dois enlever tes chaussures avant d'entrer. C'est juste une éducation. C'est comment tes parents ou l'environnement dans lequel tu vis t'a fait grandir. Et pour une réponse plutôt concrète, c'est quelque chose que j'improvise quand même. J'improvise. Non, mais en fait, ce que je veux montrer avec ce jeu, c'est que t'as beau avoir des règles qui sont la loi, c'est légal, c'est écrit noir sur blanc, tu peux être jugé pour ça, etc. Je suis plus apte à enfreindre certaines de ces règles-là que des règles genre morales qui sont juste implicites entre des gens, tu vois. Mm-hmm. Typiquement, arriver 20 minutes en retard, ça va plus me déranger, moi, personnellement, d'arriver en retard ou que quelqu'un arrive en retard avec moi, que dépasser la limite de vitesse en voiture de 10, 20, 30 km/h. Alors qu'il y en a une où je peux vraiment... ça peut mal tourner, tu vois, alors que 20 minutes de retard, il y a peu de chances que ça tourne mal pour moi ou pour la personne en face. Mais par contre, je vais beaucoup moins bien le vivre. Parce que j'ai l'impression de manquer de respect à la personne, que j'ai l'impression que la personne me manque de respect, que ça vient se confronter à mes valeurs. Du coup, la vraie question autour de ça, c'est que du coup, c'est propre à ton tempérament. Donc là, c'est vraiment le tempérament humain qui joue dans parce qu'il y a d'autres personnes qui seraient plutôt à l'inverse, genre moi c'est ok si j'arrive 20 minutes en retard à mon job, mais par contre je respecte les limitations de vitesse tout le temps, tu vois. Du coup, on respecte aussi les règles, pas juste parce qu'on les trouve justes, etc., mais parce que on a peur de la sanction quand même. Et en l'occurrence, moi je vais avoir plus peur que si j'arrive 20 minutes en retard, la personne en face m'en veuille, me fasse la gueule, émette un jugement négatif sur moi en se disant c'est pas quelqu'un de fiable et tout, plutôt que payer 90 € d'amende. Pareil par rapport à ce qu'on a un peu abordé au début du podcast, je pense que pour moi, d'ailleurs dans les deux situations, arriver 20 minutes en retard ou dépasser la limite de vitesse, selon l'environnement, mon point de vue peut changer, tu vois. Par exemple, je donne un exemple, je sais pas, arriver 20 minutes en retard, c'est quelque chose que je ferais pas du tout dans une entreprise où je donne un exemple bidon où on n'est pas beaucoup et que je respecte vraiment mes supérieurs. Là, je me sentirais vraiment, vraiment mal. Mais par exemple, si, je sais pas, j'arrive 20 minutes en retard, un job d'été où il y a 300 personnes et que je finis dans une semaine et que j'en ai rien à foutre et que pas le même point de vue. Ok, donc pour toi, c'est pas... Il y a des gens qui méritent moins ton respect que d'autres, en gros. Non, mais ouais, voilà, c'est pour donner une notion d'environnement. Et pareil pour la limitation de vitesse. Je veux dire, il y a des pays, comme le nôtre, c'est 90 balles et voilà. Mais si demain je suis dans un pays et c'est 1000 € et on me retire mon permis sur le champ, je peux te dire qu'en Suisse tu la respectes la vitesse. Voilà, là tu respectes à mort. Du coup, l'environnement joue à mort. Voilà, ça joue à mort. L'environnement, ça joue à mort. Est-ce qu'au fond du fond, tu peux tout nous dire, Alan, t'as un peu le seum de pas être le vainqueur officiel de cette course? Absolument pas. Vraiment? Franchement, absolument pas. Il y a aucune partie de toi qui a un peu le seum de te dire j'ai fait 4000 bornes en 10 jours et personne se rappellera que c'est moi la star? Non, franchement, je sais pas si c'est de l'humilité, mais il y a 2 minutes on parlait d'environnement et pour le coup, c'est évidemment une règle que j'aurais respectée si j'en sais rien, je te dis n'importe quoi, il y aurait 100 000 balles à gagner, un maillot de champion de quoi que ce soit ou quoi. Évidemment, là, j'aurais pas pris cette décision avec autant de recul. Mais là, sur l'environnement à l'instant T, sur l'esprit de la course ou pas de la course, de l'aventure ou de l'événement, bref, de ce que tu veux, tout ça a fait que j'ai pris cette décision vraiment en étant droit dans mes bottes de A à Z, quoi. Et j'ai aujourd'hui aucun regret. Finalement, la seule sanction sur cette course de pas respecter la règle, c'est de pas être... J'ai pas mon nom sur sur le classement général de la course. Hein. Ça va, c'est ok, hein, franchement. Et pour la petite histoire, l'expérience que tout le monde veut vivre quand on arrive au Cap Nord,
c'est de vivre le soleil de minuit, parce que le soleil se couche à minuit. Il se trouve que moi, je suis arrivé à 23h30. J'ai pu profiter de cet instant juste extraordinaire. Et le lendemain, quand j'ai commencé à prendre les transports pour rentrer, c'est la journée où du coup, je pense 10 ou 15 mecs sont arrivés. Ben, il pleuvait juste. C'était une journée de merde. Ils ont dû rien voir. Ils ont dû arriver à 14h, je pense, en plus. Et du coup, je me suis dit, C'est ok, l'univers. là, bref, toutes les planètes se sont bien Ouais. alignées pour moi et c'est parfait. Et ça, c'était ma plus belle victoire. Franchement, voir le soleil de minuit au Cap Nord, ça vaut tellement mieux que d'avoir son nom en haut d'un classement général d'une course qui est même pas une course. Franchement, Ça commence à faire beaucoup, là. franchement, c'est ok, quoi. Et du coup, c'est ce qu'on disait avant, dans la vie quotidienne, il y a des gens, pareil, ils sont hyper détentes avec le respect, genre des horaires, etc., alors que d'autres vont le vivre comme un profond manque de respect, alors qu'en vrai, ça change pas grand-chose à la situation, en fin de compte. Dans ce cas-là, on fait quoi? Parce que du coup, la liberté de l'un s'arrête là où commence celle des autres. Moi, je m'en fiche peut-être, mais peut-être que là, pour la personne en face, ça compte. Typiquement, tu t'en fichais de respecter cette barrière horaire, mais peut-être que pour les organisateurs, ça comptait. Alors, pour qu'une règle légale ou implicite soit vraiment juste, est-ce qu'elle devrait pas être itérable, valable pour tous et dans toutes les situations? Est-ce qu'on devrait pas pouvoir l'adapter finalement? Est-ce que si tu te lances dans modifier une règle, est-ce que du coup c'est vraiment une règle? Et en même temps, toutes les règles, si les règles ne peuvent pas être modifiées ou modifiables, Je suis d'accord. ça marche plus. Mais à la fois, les gars qui ont fixé cette règle, ils y ont réfléchi, ils y ont passé du temps, ils ont pesé le pour et le contre. C'est pas un gars, il s'est levé le matin, il a dit ok, là le checkpoint il va ouvrir à 14h, tu vois. Donc ils ont quand même mis des choses en place pour fixer cette règle. Bah par exemple, c'est un peu bizarre, mais moi je serais à leur place et je vois ces gars-là qui arrivent en avance. À aucun moment, enfin c'est pas à aucun moment, mais je vois pas pourquoi je me remettrais en question sur comment j'ai créé cette règle, quoi. Ces gars-là sont arrivés en avance, ok, très bien pour eux. Bah maintenant ils vont juste attendre, quoi. C'est la règle, elle est comme ça. Et par contre, s'il y a un gars qui décide de continuer, donc de ne pas respecter cette règle, bah il va payer la sanction qui est liée à la règle et voilà, basta, quoi. Et pourtant, tu vois, genre ça n'a rien à voir, mais tu prends les gouvernements, ils arrivent tous les 2 ans à te faire des réformes du chômage, des retraites et tout ce que tu veux. Et ça, c'est modifié. C'est modifié tous les 4 matins, alors que c'est hyper fastidieux. Il y a des mecs, il y a un tas de mecs qui bossent dessus. Ouais, je suis d'accord. Ça implique beaucoup de gens. C'est compliqué, tu vois. Et pourtant, ça évolue dans le temps. Je suis d'accord. Parce que le gouvernement gagne ou perd quelque chose, tu vois. Et du coup, je pense que ces règles, elles sont en sans cesse mouvement parce que, entre guillemets, quand ça va pas dans leur sens, bah, ils essayent de l'améliorer pour que finalement, Ça tu vois, bah, bien sûr, les réformes des retraites ou du chômage il y a toujours une notion d'argent derrière tout ça et il faut que la notion d'argent, elle aille dans leur sens et quand ils font une réforme ou qu'ils modifient quelque chose, s'ils voient assez rapidement que ça fonctionne pas, ils vont dans une autre direction pour qu'ils en récoltent les bienfaits, quoi. Là, si on le transpose à la course, enfin la non-course, du coup, la non-course Northscape 4000, les organisateurs, finalement, ils avaient pas tellement d'intérêt à modifier cette règle pour eux-mêmes. Ça impactait que vous. Donc, Clairement. il y avait pas tellement d'intérêt pour eux de changer quoi que ce soit ou de faciliter quoi que ce soit. Clairement, c'est ça. ils ont aucun intérêt moi, je pense qu'ils ont aucun intérêt à modifier cette règle à l'instant où on arrive en avance. La seule chose qu'ils se disent, ben, ok, s'il y a un gars qui respecte pas, hop, on le fait disparaître du classement général. En plus, eux, ils vont mettre en avant que simplement il y a un gars qui a pas respecté la règle et qu'il a cette sanction. S'ils arrivent à mettre ça en avant et qu'ils tournent ça correctement, ben carrément, la plupart des gens vont se dire bah ouais, c'est bien, il y a quelqu'un qui a pas respecté la règle, il est puni, très bien. Et voilà, et au-delà de ça, et je pense que en plus pour le coup, tu gagnes quand même en crédibilité si tu respectes tes propres règles, si tu restes dans ta ligne de conduite. On négocie pas avec les terroristes. Ben T'as été le terroriste de cette Northscape. je pense que eux ils gagnent en crédibilité, en tout cas ils perdent pas en crédibilité, surtout que là dans la situation, il y a seulement une personne qui a pas respecté la règle. Ouais. Donc franchement, c'est tout à leur honneur de rien changer et de rester droit dans leurs bottes, quoi. Ça ils ont eu raison de faire ça. Hein. Et est-ce que respecter les règles, ça fait automatiquement de toi une bonne personne? Parce que du coup, on associe souvent la moralité et l'obéissance, mais
Est-ce qu'on devient mauvais dès qu'on contourne une règle? Genre toi, typiquement, Alan, t'as contourné la règle, et franchement, j'ai pas l'impression que tu sois devenu mauvais pour autant. Même si t'es revenu un peu changer de cette aventure quand même, on peut le dire. Que t'es vu comme un tricheur ou comme un mec malin parce que t'es allé au bout de ton défi personnel, t'as repoussé tes limites physiques, etc. et t'as gagné malgré tout, et il y a un peu un côté stylé quand même à dire fuck. Et du coup, je trouve que ça rejoint un peu, je dis pas du tout que t'es pareil, mais ça rejoint un peu la mode qu'on peut avoir aussi sur, tu sais, les docu Netflix, etc. là, sur les tueurs en série ou même les arnaqueurs. Ouais. Il existe pas mal d'études sur la fascination qu'on peut avoir pour les arnaqueurs et autres escrocs, mais dans notre contexte, 2 sont particulièrement parlantes. D'un côté, les chercheurs Cuddy, Fisk et Gleick ont montré que notre cerveau juge surtout les gens sur 2 critères. Le premier, c'est la bienveillance, et le deuxième, la compétence. Et dans le cas des arnaqueurs, c'est clairement la compétence qui l'emporte. On admire tellement leur côté malin, stratège, qu'on en oublie qu'ils ne sont pas franchement bienveillants. Le second point, c'est que contrairement aux tueurs en série dont on cherche à comprendre le geste sans jamais les estimer, les escrocs paraissent presque légitimes entre guillemets. Pas de sang, pas de bagarre, juste des comptes en banque et des histoires d'argent. Ça choque moins et ça rend leur récit beaucoup plus facile à regarder et parfois même à admirer. On appelle cela la criminalité en col blanc et apparemment, on y est plus tolérant. Finalement, à la fin d'un documentaire sur un arnaqueur, donc un mec qui a fait quand même du mal autour de lui, on se dit, ce mec est un peu stylé quand même, genre, pourtant il a pas respecté la règle, c'est pas supposé être une bonne personne, mais on le valorise pour autant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois complètement. On en revient au public qui t'entoure et qui vit l'expérience ou qui vit le programme Netflix. On en revient au tempérament de chaque humain. Moi, par exemple, comme je disais tout à l'heure, Lance Armstrong, c'est le plus grand tricheur de tous les temps. Et pourtant, c'est le gars qui me fascine, quoi. Il a juste réussi à faire son truc. Et ce qui me fascine le plus, c'est que ce gars-là, il est droit dans ses bottes depuis le début. Je suis un tricheur, alors? Je suis un putain de tricheur, et alors? Et du coup, quand je dis ça vient du tempérament des gens, ça veut dire que, il y a certaines personnes qui vont le voir comme un idole. Et à côté de ça, il y a des gens, évidemment, qui ont un autre tempérament et qui vont pas accepter du tout qu'on puisse en arriver là en trichant autant. Et c'est comme tu viens de dire, par exemple, les plus grands arnaqueurs ou les plus... Moi, je suis tant qu'il y a pas de... J'ai pas envie de rentrer dans le domaine de la violence ou de tout ça, mais tant qu'il y a pas tout ça, c'est vraiment des personnes et des profils qui me fascinent. C'est juste des gars qui ont réussi à berner tout le monde. Là, on est clairement dans le contournement des règles, et pour le coup, il y a des tonnes de gens qui sont, par exemple moi, qui suis fasciné par ce genre de personnes, mais à la fois, là, on arrive au stade où moi, j'ai pas les couilles d'enfreindre certaines règles pour me mettre dans leur situation, quoi. Franchement, clairement, c'est respect à eux, quoi. Je veux dire, pareil, j'ai pas envie de parler de violence, mais des gars qui sont les plus grands trafiquants de drogue, qui ont accumulé des milliers ou des millions d'euros, qui se sont jamais fait attraper. Respect, quoi. Ouais. Franchement, respect, parce que Pourquoi? Parce qu'il a construit un empire et qu'il se met bien, ou parce que surtout, justement il a été assez malin? Un, il a été assez malin, et deux, évidemment, quand tu fais ça, lui, il est conscient de la sanction, là. S'il respecte pas les règles, il est 100% conscient. Mais il a quand même les couilles d'enfreindre ses règles en étant conscient de la sanction. Moi, si on me dit demain, t'enfreins ces règles, mais si tu te fais attraper, c'est 50 ans de prison. Ah ouais, non, Tu réfléchis à 2 fois. Non, c'est bon, c'est ok, je lui laisse faire son truc. Oh, le 35 heures semaine, il est bien, bon, finalement. Je vais retourner au magasin demain, tu vois. Et moi, ce que je trouve marrant, par contre, c'est que, sans parler de Pablo Escobar, t'as des gens qui peuvent facilement enfreindre les règles ou, tu vois, être un peu des petits délinquants minimes, hein, vraiment à chaque fois, à qui je pourrais faire totalement confiance. Genre demain, j'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant, je leur confierais mon gosse sans problème. Et pour autant, d'autres gens qui sont vraiment dans le respect des règles pur et dur, hyper carré et tout, je leur donnerais pas mon gosse, tu vois. Ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est une mauvaise personne si on enfreint les règles, ou est-ce qu'on est une mauvaise personne aux yeux des gens qui nous respectent ou qu'on respecte? Je pense pas que les plus grands criminels soient des criminels. Toujours pareil, on parle pas de violence ou quoi que ce soit. Parce que là, on rentre Ceci n'est pas une promotion de la violence. On rentre dans un autre débat. Mais je pense pas que les plus grands tricheurs ou les plus grands délinquants soient plus des mauvaises personnes que des humains lambda, j'ai envie de dire.
Ils ont juste, ils ont une notion de la morale qui est différente. Ils mettent un curseur de la morale différent selon les situations ou les projets. Voilà, je pense pas que ce soit des plus mauvaises personnes que d'autres. Donc je pense que c'est normal d'avoir ce feeling de ouais, je pourrais donner mon gosse à un trafiquant de drogue plutôt qu'à Janine en bas là qui elle m'inspire pas confiance quoi. Depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'impact de l'environnement sur nos prises de décision face aux règles, et on n'est pas les seuls à en parler puisque moult études ont été réalisées à ce sujet et toutes mènent au même point. Notre rapport aux règles dépend énormément des autres. En 1951, Ash parlait de conformisme et a montré qu'on est capable de donner une mauvaise réponse juste pour rester aligné avec le groupe. En 1963, Milgram réalisait la fameuse expérience où des participants administraient des chocs électriques à des inconnus parce qu'une figure d'autorité le leur demandait. Cela a révélé à quel point on obéit à l'autorité, même lorsque cela va à l'encontre de notre propre morale. Autre expérience connue, que l'on retrouve notamment dans la série Véronica Mars pour les connaisseurs, c'est en 1971 avec Philippe Zimbardo, professeur à Stanford, qui a voulu tester l'effet d'un environnement carcéral simulé sur des étudiants volontaires. Il a transformé les sous-sols de l'université en fausses prisons, puis a tiré au sort les rôles. Certains devenaient prisonniers, entre guillemets, et d'autres gardiens. Très vite, l'expérience a dérapé. Les gardiens ont adopté des comportements autoritaires et humiliants auxquels les prisonniers, souvent en détresse psychologique, se sont soumis. L'expérience, qui devait durer 2 semaines, a dû être arrêtée au bout de 6 jours, mais cela prouve bien que l'environnement et le rôle social suffisent à transformer le respect ou la transgression des règles. Et plus récemment, des chercheurs ont expliqué que si autour de nous les gens respectent une règle, on la suit aussi. Mais si tout le monde triche, on a vite tendance à s'autoriser la même chose. En gros, le respect des règles est moins individuel qu'on ne le croit, il est surtout social. Finalement, c'est l'environnement, comme on disait tout à l'heure, qui compte énormément. Tu peux casser une règle dans une situation, la respecter scrupuleusement dans une autre. Les raisons, elles varient aussi. Parfois, c'est pour atteindre un objectif, genre finir une course. Parfois, c'est l'influence des autres qui pousse, en mode « allez, vas-y, fais pas ton trouillard ». Parfois, c'est par flemme, par peur, enfin bref, il y a plein de raisons. Et je trouve qu'on le voit bien dans la course que t'as faite, où t'as partagé l'aventure avec un autre participant qui était OK d'enfreindre la règle avec toi quand vous étiez tous les deux. Et puis qui finalement s'est rétracté, est redevenu d'accord avec toi, s'est rétracté lorsque ça a été davantage discuté et qui a finalement décidé de se plier aux règles et de rester avec les autres. Est-ce que tu penses que justement c'est pas un peu l'influence des autres, c'est un peu la peur de la sanction? Peut-être que lui il s'est dit je continue parce que t'étais tout seul avec lui à ce moment-là et qu'il s'est senti genre un peu poussé des ailes, porté par ton élan de ah ouais ça va être super d'être un rebelle. Pour lui, je pense qu'il y a plein de choses qui ont joué. J'ai su très vite au début de la course, on avait déjà discuté et j'ai senti très vite que c'était un compétiteur, qu'il avait l'esprit de compétition. Vraiment, le seul moment où il a douté de ça, c'était à peu près, je sais pas, je dirais 1 journée ou 2 avant le dernier checkpoint, là, du coup, au moment de vraiment prendre la décision. Et ça faisait déjà, du coup, 6 jours qu'on est ensemble. Et derrière nous, il y a juste des gars qui font les mêmes journées que nous, les mêmes stats que nous, c'est-à-dire franchement, des stats, voilà, on est à presque 400 bandes par jour. Il y a des mecs derrière nous qui sont tout seuls, quoi. Et je me dis, eux, ils sont là pour la course, ils vont pas s'arrêter. T'as mis ton Strava ou pas? Non, il y a pas de Strava. Putain, Pas de stats, les gars. Oh là là. Les stats, c'est pour les gens qui ont pas confiance en eux. Il faut pas mettre les stats, les gars. Ça sert à rien. En tout cas, il y avait un espèce de Polonais derrière nous, je vous dis, il faisait les mêmes journées que nous, et lui, il était tout seul. Et là, 2 jours avant d'arriver au checkpoint, j'ai dit à mon collègue, j'ai dit, lui, il va pas s'arrêter, hein, c'est sûr, il est là pour la course. Et il m'a dit, ouais, moi, c'est bon, je m'arrête pas. Et finalement, la veille, 24 heures avant, on a vu que le Polonais s'était carrément arrêté, parce que du coup, lui, il avait dû lire les règles aussi, pas comme moi. Ce que j'ai envie de dire, et effectivement, comme le dit Cécile, ça vient de ton environnement, ça vient de l'influence des gens. Je veux dire, à aucun moment, si t'as 16 ans, tu te dis, allez, je vais rentrer en boîte, je vais boire des coups, et machin. Mais par contre, s'il y a tes potes, bah là, tu vas vouloir faire le mec un peu fort, tu veux frimer, tu veux machin, tu veux truc, et tu prends pas la même décision s'il y a ton groupe de potes ou s'ils sont pas là. Et je pense, c'est toujours, enfin, il y a souvent une notion d'environnement et d'influence c'est au-delà du respect des règles. Tu vois que déjà toi, dans ton comportement, t'es pas pareil quand il y a une effervescence de tes potes autour, ça crée une ambiance et machin, tu fais des choses que on parle même pas de règles, mais des fois tu vas même pas danser parce que t'es tout seul, mais tu vas avec des potes, quoi. Bah voilà, c'est pareil. C'est un peu le truc de ta mère qui dit et s'il te disait de sauter d'un pont, tu le ferais? Bah voilà, c'est oui, exactement maman. pareil. Bien sûr, c'est mon meilleur pote, mère. S'il saute, je saute, quoi.
Et alors moi, il y a un autre concept philosophique du coup que je voudrais qu'on aborde rapidement, c'est celui de Festinger et la dissonance cognitive, qui lui explique que quand on transgresse une règle, on entre en conflit intérieur avec soi-même, entre je sais que c'est pas correct et en même temps je veux rester une bonne personne. Et pour réduire ce malaise, on se trouve un peu des justifications du genre tout le monde le fait, non mais c'est pas si grave ou j'avais pas le choix. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ce truc-là? Alors c'était assez étonnant peut-être, mais c'était une décision qui était assez claire dans ma tête depuis assez tôt même avant de la prendre. Effectivement, quand j'ai envoyé ce petit vocal à mon entourage, à mes potes, tout ça, et qu'il y avait des réponses qui allaient pas dans mon sens, bah je me posais un peu des questions, mais à aucun moment ça a impacté ma prise de décision. C'était une sensation plutôt agréable parce que finalement tu décides de prendre cette décision et t'es clair avec toi-même, t'es droit dans tes bottes et surtout t'es ok avec toutes les sanctions, c'est-à-dire la sanction matérielle, c'est-à-dire de pas être sur le classement, ça c'était 100% ok, et la sanction morale, 80% de mon entourage était d'accord avec moi les 20% qui étaient pas d'accord, c'était plutôt ok quoi, c'était pas donc finalement moi je me suis jamais trop posé la question, enfin j'ai jamais été en boucle comme on peut dire parfois sur certaines prises de décision, j'ai pas été en boucle sur celle-ci. Donc ça c'était même plutôt du coup une sensation vraiment agréable. Mais par contre ce qui était assez sympa, c'est que voilà, ça a débouché sur une prise de conscience de pourquoi on prend ce genre de décision. Mais en tout cas je me suis pas trouvé des excuses quoi. Franchement, Ouais. c'était pas. T'as assumé le truc, quoi. Ouais, j'ai assumé le truc et je voyais pas pourquoi je devais me trouver des excuses. D'ailleurs, souvent quand on se trouve des excuses, ben comme tu l'as dit, on se dit ah ouais mais tout le monde le fait et tout. Bah là pour le coup, j'étais tout seul à le faire. Il fallait juste être ok avec ça. Et si je peux rajouter un petit truc, là il faut comprendre que je prends cette décision au 8e jour. Donc ça fait 8 jours que je fais 400 kilomètres de vélo par jour. Ouais, t'as envie que ça se termine, quoi. Ouais, mais alors t'as envie que ça se termine, mais au-delà de ça, il y a des choses qui se passent dans ton corps et dans ton esprit qui font que bah peut-être soit t'es pas en toute possession de tes moyens pour prendre ce genre de décision, ou que peut-être ton état psychologique t'aide à prendre cette décision d'ailleurs, peut-être qu'elle t'aide, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, il faut aussi prendre ça en compte, je pense. C'est pas une décision que je prends entre guillemets pendant une journée traditionnelle où je me suis levé à 8h et blabli et blabla. Je suis fatigué, j'ai fait que du vélo, je suis dans un environnement que je connais pas, dans un pays que je connais pas. Donc ça, peut-être que ça rentre aussi en ligne de compte sur mon feeling à ce moment-là. Mais en tout cas non, je me suis jamais trouvé d'excuses. Par contre, évidemment, je me trouve plein d'excuses parfois quand je dois prendre des décisions. Et souvent, je pense que t'essayes de te trouver des excuses quand t'es pas 100% convaincu du coup de la décision que t'as prise. Ouais, que Je t'es pas pense. totalement Bah, aligné. t'es pas totalement en accord avec toi, parce qu'à partir du moment où tu te trouves des excuses, c'est que T'aurais pas forcément été vers cette décision de bah, toi-même. il y a un petit regret quand même, à un Ouais. moment où il y a un petit quelque chose, quoi. Et est-ce que, a posteriori de cette aventure, il y a des gens qui ont émis un jugement, du coup, sur cette décision que t'as eue? Clairement, c'était incroyable. Ah ouais? Mais Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont dit, mec, t'es trop con d'avoir fait ça, ce qui est tellement drôle, c'est qu'il y a évidemment pas mal de gens qui l'ont fait. Le jugement de la prise de décision, hein. Ouais, Enfin ouais. du non-respect des cette règle. Enfin, t'appelles ça comme tu veux. Ce qui est trop marrant, c'est qu'évidemment, j'ai mis un petit truc sur Insta, j'ai mis un petit post. Bah ouais, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur avis là-dessus. La majorité, je les connais absolument pas, je les ai jamais rencontrés. Donc c'est très très drôle. Et au-delà de ça, ce qui est encore plus drôle, c'est bah, sur Instagram carrément des gens sont rentrés en communication entre eux parce qu'il y avait des gens qui étaient ok avec ce que j'avais fait, d'autres qui étaient pas ok. Et carrément, ils se mettaient des posts, ils se répondaient l'un à l'autre. J'imagine que même eux se connaissent pas entre eux, mais J'adore. c'était très drôle quoi. Franchement, c'était très drôle et moi je prends ça tellement avec recul. J'ai juste posté un truc. Évidemment, je suis allé voir un peu ce que les gens disaient, c'était drôle. Mais à la fois, je me dis, et là on rentre encore dans un autre sujet, mais je me dis, à quel moment t'accordes autant d'importance à un petit gars comme ça que tu connais même pas, pourquoi tu
Pourquoi tu donnes ton avis sur ce truc sans connaître la personne? Est-ce que t'es une star alors? Ah non, mais ça fait juste. Et ça, c'est le côté des réseaux sociaux qui fait flipper, franchement. Et ces gens-là, carrément, ouais, il y en a qui se sont écrits 5, 6, 10 messages. Non, mais c'est trop bien ce qu'il a fait. Non, mais c'est pas bien. Non, mais c'est. Et Des mecs qui ont pas du tout fait la course. En des plus. gars qui ont pas fait la course, des gars je sais même pas sur quoi ils se basent parce qu'en plus mon post est complètement random et enfin si t'as pas suivi le truc, t'as aucune idée de quoi on parle. Enfin, c'est juste très drôle. C'est juste très drôle. Et alors, je voulais glisser un autre concept philo avant qu'on termine. C'est le concept de la règle morale. Donc ça, c'est plus le philosophe Kant qui en parle, versus la règle légale. Donc ça, c'est plus les philosophes de l'utilitarisme comme Bentham ou Mill. Kant, il explique que respecter une règle morale, c'est vraiment un devoir absolu, peu importe les conséquences. En gros, une action est bonne parce qu'elle respecte la loi morale, et ça va pas plus loin que ça. Tandis que les philosophes de l'utilitarisme, estiment que eux, ce qui compte, c'est pas la règle en soi, mais plutôt le résultat global. Si enfreindre une règle apporte plus de bien que de mal, dans ce cas, c'est justifié. Au fond, j'ai l'impression que on se sent vraiment mal d'avoir une règle uniquement quand on se fait attraper. Est-ce que toi, tu t'es senti mal ou pas? Absolument pas. Toi, t'es un utilitariste. Déjà, je me suis pas fait attraper. Enfin, je me suis pas fait attraper. Si, finalement, je me suis fait attraper parce que vu qu'on avait un tracker, ils ont vu que j'avais pas respecté la règle et du coup. Ils ont dit quoi d'ailleurs? Ils ont rien dit. Ils m'ont envoyé Mayday. Non, ils m'ont envoyé un petit message parce qu'il y a un espèce de groupe WhatsApp pour tous les concurrents. Et ils m'ont dit oui, on a vu que vous aviez dépassé le checkpoint. Il faut revenir en arrière, sinon vous allez être disqualifié. Ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas abordé dans le podcast, mais du coup, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit si t'es conscient de ces règles, pourquoi, et ça c'est une bonne question, mais pourquoi tu t'inscris à cet événement, tu vois? Il y a plein de choses qu'on fait. Et toi, t'étais pas conscient des règles? J'étais conscient, oui, j'étais conscient à moitié parce que j'ai lu le truc en diagonale, mais je pense qu'on s'est tous inscrits ou lancés dans quelque chose en étant conscient des règles, mais dès que c'est lancé, on a tout de suite moins envie de les respecter. Ouais, puis il y a aussi ce truc de se dire, c'est vrai qu'en vrai, t'aurais aussi pu le faire par toi-même, quoi. Ouais. Si t'es pas ok de respecter le règlement, les checkpoints et tout, et bah va faire tes 4000 bornes solo, sans organisation de course ou quoi que ce soit, et juste pour vivre l'expérience et faire ton record personnel, quoi. 100% d'accord avec ça. Du coup, pourquoi t'as pas fait au final? 100% d'accord avec ça. Non, je sais pas. Il y a évidemment une notion de compétition et puis il y a cette notion de s'organiser, de s'inscrire à un événement. Je sais pas. Il y a plein de choses qui sont. Il y a un cadre qui simplifie l'aventure. Il y a un cadre. Et finalement, ça pourrait être la conclusion de ce podcast, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin ou envie de certaines règles des fois pour besoin d'un cadre pour avancer, tu vois? Pour se rassurer aussi. Pour se rassurer, clairement là, les 3 premiers jours de la course, on a fait 3 jours de vélo sous la pluie. J'ai envie de dire, moi, si je m'inscris pas à ce truc, je m'arrête au bout de 2 heures, je vais dans un hôtel et je reprends 5 jours plus tard, quoi. Et du coup, ça a pas du tout la même allure, ça a pas du tout le même, ça a pas du tout la même saveur, ça a pas du tout. Ouais, c'est vraiment. Je pense qu'en vrai, il y a un peu ce truc où on fait nos propres choix, on prend nos propres décisions, mais quand on sait pas trop, on va aller se référer à une règle un peu implicite ou validée, tu vois, peu importe légale, mais en fait le cadre il est aussi là pour nous aiguiller quand on a un peu des dilemmes, quoi. En fait, c'est toujours pareil, que ce soit dans n'importe quel contexte, que ce soit dans la vie ou dans un événement particulier ou quoi, on a besoin de règles et de cadres quand ça nous arrange. Ouais. Quand ça nous rassure. Si ça t'arrange pas et que ça te rassure pas, t'as plutôt tendance à te dire vas-y cool, je suis libre et fuck les règles et là maintenant j'ai envie de faire ça et je le fais. Mais par contre, quand t'es un peu perdu ou quand ça t'arrange, par exemple, j'ai envie de dire si tu sais que quelqu'un est plus fort que toi dans un certain truc, mais que là t'aimerais que t'es content que cette règle existe parce que tu te dis ah ouais là c'est cool, je vais être à peu près à son niveau à lui. T'es content que le cadre et les règles soient là quand ça va dans ton sens finalement. Et si t'as le tempérament de ne pas vouloir les respecter quand elles vont pas dans ton sens,
bah là, ça te gêne pas de le faire pour le coup. Donc finalement, qu'est-ce qui compte le plus? Le résultat ou la manière d'y arriver? Dans le sport comme dans la vie, on a tendance à valoriser le résultat, du genre décrocher un diplôme, obtenir un job, gagner une course, etc. Mais à long terme, c'est souvent la manière dont tu arrives au résultat qui va forger ta réputation auprès des autres. Tout dépend de ton prisme. Est-ce que tu vas être reconnu pour la fame, entre guillemets, ou pour tes valeurs? Respecter ou pas une règle, c'est aussi une manière de dire qui tu es. Est-ce que tu es le bon élève, le rebelle, le stratège, etc. C'est presque une question identitaire. Les règles dessinent nos vies, mais elles ne sont jamais gravées dans le marbre. On les respecte, on les contourne, parfois on les brise. Mais peut-être qu'au fond, c'est pas la règle qui compte, mais plutôt le choix qu'on fait de la respecter ou non et ce que ça révèle de nos propres valeurs. Le mot de la fin ou pas, Alan? Le mot de la fin. Pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises règles. Elles sont là et c'est rarement toi qui les mets en place. T'as le choix de les respecter ou non. Dans certaines situations, tu les respecteras pas et tu seras vu comme une mauvaise personne aux yeux de certains, comme un rebelle extraordinaire aux yeux des autres. Le plus important, c'est simplement que tu sois en accord avec toi-même si tu décides de la respecter ou non. Et ben voilà, cet épisode hors série est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce nouveau format et merci Alan pour cet échange. C'était trop cool de t'avoir sur Flou. Merci Cécile pour l'invite. Ciao! C'était Cécile pour un nouvel épisode de Flou. N'hésitez pas à me partager ce que vous en avez pensé depuis le compte Instagram flou-podcast. Et si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner ou laisser des petites étoiles sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite pour une nouvelle discussion.